là, tu vois. Et là, on va laisser descendre, parce que il y a beaucoup de fond. Et donc, le mieux, c'est de laisser, je dirais presque pas loin d'une minute, tu vois, pour que ça aille bien au fond. Bah oui, parce qu'ils sont collés au fond, tu sais, dans les endroits comme les bondes, les choses comme ça. Je crois qu'on a trop tendance à reprendre de la soie avant vraiment que ça atteigne le fond. Ah ouais, c'est pour ça, il faut laisser vraiment s'immerger au maximum. Et en fait, le mieux, c'est de lancer une soie dans une piscine. Et là, on voit le temps réel que la soie met pour atteindre le fond. Et on se rend compte que toujours, on la reprend trop vite. Oui, c'est vrai. Disons que quand ton lait de corps est au fond, ta mouche est encore à mi-eau. Qu'est-ce que tu as mis comme mouche, là? Une petite blanche et rouge, donc bien faite, qui nage très bien. C'est un petit peu la base de la mouche à brochet. Ah, moi, c'est mes couleurs favorites. En fait, c'est une mouche qui imite un petit rectangle, un petit gardon. Oui. Ça, il faudrait poser la question au brochet lui-même. Tu penses qu'ils prennent assez près du bord parce que là, c'est le moment où la mouche va leur échapper? Oui, c'est possible. Ah, t'as vu, il est venu juste là. T'as vu? Ah, mais c'est pas vrai. Tu l'as vu celui-là? Oui. C'est fou, Tu ça. l'as vu celui-là, il était beau, il était derrière, il suivait tout doucement. T'as vu comment il suivait doucement? Il a failli prendre contre le mur. Donc maintenant, tu es rassuré déjà que tu as une bonne mouche. Une mouche qui intéresse les brochets. Bah ça, tu sais, t'y crois dès le départ. Hein. Avant d'avoir le poisson. Allez. Il est là, Isox. Hop là. Là, c'est une bonne mouche. Hein. Ah, lâché. Et quand un brochet raté, il fait un arc de cercle et il se met à peu près à quelle distance? Oh, je suppose qu'il reste dans les parages à 10 mètres maximum, même un peu moins. Parce que il doit rester un petit peu sur sa stupeur et, Et toi sur la tienne? je pense, et moi sur la mienne, je pense que... Et on les reprend toujours quasiment à l'endroit où ils ont lâché. Hein. Allez. Et qu'est-ce qui t'a amené à la mouche? Ah, la mouche. La mouche, j'ai failli ne pas y aller. Parce que j'avais des idées toutes faites sur la mouche, comme quoi c'était un truc de snob. Ce qui est faux. En ce qui concerne la truite, en tous les cas. Et j'avais des amis qui voulaient me mettre à la mouche depuis un moment. Mais pour moi, c'était synonyme de petit poisson, façon truite ou ombre. Alors je leur disais, non, non. Comme je maîtrisais pas mal les techniques au carnassier, rapala, cuillère, mormanier, j'avais pas envie de tout remettre en question d'une certaine façon. Et ça m'embêtait un peu. Et puis un jour, j'ai fait un voyage à Key West, où j'étais allé pêcher le barracuda au mois de février. C'est là que rentrent les grands barracudas sur les flats. Et là, j'ai vu beaucoup de pêcheurs qui pêchaient des permites, des tarpons à la mouche. Des gros poissons très sportifs. Des gros poissons vraiment à la mouche. Et là, je me suis dit, là j'ai été vraiment frustré de ne pas savoir pratiquer la pêche à la mouche parce que j'aurais pu le faire sur place et seulement ça demandait quand même un minimum d'apprentissage. Et là j'ai été frustré. Donc quand je suis rentré à Paris, j'ai dit, là ce coup-ci, il faut que je fasse quelque chose. Et là j'ai été frustré. Donc quand je suis rentré à Paris, j'ai dit, là ce coup-ci, il faut que je fasse quelque chose. Et là j'ai été frustré. Donc quand je suis rentré à Paris, j'ai dit, là ce coup-ci, il faut que je fasse quelque chose. Et là j'ai été frustré. Donc quand je suis rentré à Paris, j'ai dit, là ce coup-ci, il faut que je fasse quelque chose. Et là j'ai été frustré. Donc quand je suis rentré à Paris, j'ai dit, là ce coup-ci, il faut que je fasse quelque chose. Et là j'ai été frustré. Donc quand je suis rentré à Paris, j'ai dit, là ce coup-ci, il faut que je fasse quelque chose. Et là j'ai été frustré. Donc quand je suis rentré à Paris, j'ai dit, là ce coup-ci, il faut que je fasse quelque chose. Et là j'ai été frustré. Donc quand je suis rentré à Paris, j'ai dit, là ce coup-ci, il faut que je fasse quelque chose. Et là j'ai été frustré. Donc quand je suis rentré à Paris, j'ai dit, là ce coup-ci, il faut que je fasse quelque chose. Et là j'ai été frustré. Donc quand je suis rentré à Paris, j'ai dit, là ce coup-ci, il faut que je fasse quelque chose. Et là j'ai été fru
je vais quand même m'initier à la mouche. Ce que j'ai fait avec des amis qui étaient très doués dans le domaine. Et puis là, ça a été la révélation. C'est-à-dire que mes idées préconçues ont disparu parce que quand je croyais que c'était une pêche pour pêcher des petits poissons, je me suis bien trompé là-dessus. En plus, on a un contact avec une canne à mouche qui est totalement différent d'une canne à carnassier habituelle. On sent plus le poisson, la canne est plus sensible, on a plus un contact physique véritablement, on le sent dans le bras, quoi. Alors qu'avec une canne classique carnassier, on a un peu l'impression, en comparaison, de pêcher avec une trique, et les sensations sont plus fortes avec une canne à mouche. Et puis donc, après avoir pratiqué la truite, quand j'ai entendu parler des possibilités d'attraper des brochets à la mouche... Donc en fait, c'est un leurre avec des plumes, un hameçon simple ou triple, des matières synthétiques et qui imite un petit poisson, une grenouille, voire une écrevisse. Le grand avantage de la mouche, c'est de pouvoir passer dans des endroits encombrés, soit de roseaux, d'herbiers, sans accrocher. Tiens, viens voir un petit peu les mouches, là. Alors, tu vois, il y a plein de sortes de mouches. Il y a un effet attractif, déjà, qui joue. Si tu veux, on pourrait dire que ça, c'est une petite perche. Ce qui fait que le poisson n'attaquera pas obligatoirement quand il a faim, mais plutôt pour protéger son territoire de chasse. Et puis ensuite, après, il y a tout un tas de mouches, principalement avec du rouge et du blanc. Le rouge étant vraiment le point d'impact pour le brochet. Point d'attraction. Point d'attraction. Et donc, un grand hameçon unique à chaque fois, si possible une grande hampe. Un hameçon plutôt large, plutôt long de fer, de telle façon à ce que la prise se fasse à l'arrière. Hein. Et ce que je reproche un petit peu aux mouches du commerce, qui pourtant sont belles, on a beaucoup qui sont très jolies, très attractives, on peut les sortir, par exemple pendant celle-là, une avec laquelle je pêchais encore tout à l'heure. Ce sont des mouches qui sont parfaitement faites au niveau des matériaux, au niveau de leur dessin en général. Le seul petit handicap, c'est la longueur de l'hameçon. L'hameçon est vraiment très court. Si on compare avec d'autres mouches montées avec des hameçons à grande hampe, il est évident qu'on a moins de chances de rater. Tiens, pose-la sur ma main, là. On a moins de chances de rater, tu vois. En voilà une, par exemple, qu'on va utiliser ici. Elle est légèrement plombée, de telle façon à ce que quand elle est attachée ici, elle est un décentrage qui se fait et qui lui crée son côté horizontal par la ligne bleue qu'on a ici. Donc en fait, c'est la ligne latérale du gardon. C'est un peu la ligne latérale du gardon, voilà. Et l'avantage de cette mouche, elle est, on pourrait le dire presque hideuse dans sa construction, mais c'est qu'elle a une amplitude dans l'eau qui va donner l'effet d'un poisson, bien évidemment, plus gros que celui-ci. Et tu as une meilleure vibration avec ça. Quand on veut éviter d'avoir que des petits brochets et qu'on veut essayer de solliciter les gros, eh ben, il y a intérêt à mettre une grosse mouche, au même titre que quand on met un gros vif, en général, on sollicite un gros brochet. Un brochet, quand il vient de passer l'hiver, où il n'a pas eu la capacité à se nourrir parce que l'étang était figé, était mort, voire gelé, comme on a vu à l'arrivée, il est évident que le moment où il se déplace, il est léthargique. Le moment où il se déplace, il va se déplacer sur quelque chose qui en vaut la peine. Et parce que les efforts sont plus difficiles à faire qu'un petit poissonnet qui ne le nourrira pas beaucoup et qui lui donnera beaucoup d'efforts à l'attraper. Donc moi je suis plutôt partisan de grosses mouches. C'est pas aussi facile à envoyer effectivement selon le type d'équipement qu'on a, canne ou soie. Moi j'utilise une soie de 10, mais en général on n'a pas besoin d'aller très très loin non plus. Hein. C'est pas une pêche où on a besoin d'envoyer à 20-25 mètres. Ouais, mais pour moi ça c'est vraiment le type même de la mouche à brochet. C'est-à-dire ça ressemble un petit cul rouge, même un plus gros. C'est l'arbre de Noël. Pour attirer le brochet, du blanc, du bleu, la ligne latérale, c'est un gardon ou un rectangle. Ouais. Voilà.
un hameçon avec une hampe longue, une amplitude de courbure importante, et puis un petit peu de plastique irisé. Tu vois ce que font d'autres, même principe dans les mouches par exemple du commerce. Le problème c'est que par rapport à cette taille, il y aura vraiment très peu de chances qu'ils viennent prendre là. Et on risque souvent d'avoir un raté. De mordre la queue. Voilà, de mordre la queue. Donc c'est toujours le même principe. Du rouge, du blanc, de l'argenté. J'ai un premier hameçon ici qui est assez fort de fer. Et derrière, dans le prolongement, j'ai un petit hameçon simple encore avec un petit tag rouge, de telle façon à donner leur paire pour le poisson. Ce qui fait qu'il prenne en tête ou en queue, quoi qu'il en soit, on a une chance de l'attraper supplémentaire. Et sans trop l'abîmer, malgré qu'on ait deux hameçons, parce que ce sont des hameçons simples, où les ardillons sont écrasés, tu vois, tu peux le voir, ceux-là, ils ont quand même servi. Ils ont pris pas mal de poissons, déjà. Il n'y a pas d'ardillons dessus. Et ce qui permet d'avoir une pêche propre. Voilà. Un autre truc, moi, par exemple, je mets systématiquement un petit émerillon de ce type, tu vois, une petite agrafe. Ce qui permet à la fois de changer de mouche très facilement, et en même temps de laisser une rotation libre, un peu comme le système d'une cuillère ou d'un mormanier, de telle façon à éviter le vrillage du badling acier qui, comme tu le constates, est toujours bien droit. Tu vois, parce qu'un badling acier qui part zigouigouille dans tous les sens, je trouve que c'est pas très esthétique et même au moment du lancer, ça gêne considérablement et on risque après le sac de nœuds. Et j'utilise un badling acier, une crinelle qui est gainée, ce qui permet de faire un nœud avec le fil à l'extrémité sans risquer que l'acier coupe le fil en nylon. Et en plus, le fil est dans l'axe. Voilà.
Là, tu vas lancer contre le mur de pierre. Parce qu'en fait, tu ne vas pas les avoir en bout de course, mais tu vas les avoir au tombé de la mouche. Et pour peu que tu suives la descente du mur, Ouais. tu risques d'avoir une bonne surprise en bas. C'est possible. Et moi, c'est le contraire. Donc, il faut que je sois très attentif. Et voilà, et voilà, Eh ben, et bravo. voilà. Et voilà, il faut que je sois très attentif, donc, Eh ben bravo. au moment, il n'est pas très gros. Ah, pas si Ah, il mal est que joli. ça. Il est joli. Tu vois, ils sont au bord. Ah, ils sont au bord, oui. Bon, on va tenter un doublé. Hop. Et ben voilà, je voulais le relâcher, il est parti tout seul. Ça y est, regarde, je suis dessus là. Le mur fait ça. Et juste sous mes pieds, il y a le tombant. Et c'est pas étonnant qu'on arrive à les faire grimper sur le bord de cette façon-là. Parce qu'effectivement, après, pour eux, c'est l'extérieur. Donc ils sautent dessus ici au dernier moment. Là, juste sous mon pied, je sens pas le fond. Ça descend complètement. Et là, c'est bon. Et t'es pas Ouais. frigorifié? Hein? T'es pas frigorifié? Non, avec le néoprène, t'as vraiment pas froid. Vraiment. Voilà. Et là, ça devient compliqué. Non, non, c'est pas compliqué. Mais est-ce que t'as pas une trop grande prise au vent avec le float tube? Bah, disons que c'est mieux quand il n'y a pas trop de vent. Voilà. Et tu préfères ça à une barque ou... Disons que l'avantage du float tube, on va dire, c'est après manger. Parce que là, c'est exactement comme la sieste. T'es porté, t'es bien, et bien souvent, tu ne vas pas partir très loin. Tu vois, C'est revenir qui est compliqué. c'est revenir qui est compliqué. En fait, t'es comme dans le ventre de Ah, ta regarde. mère. Ça bouge encore dans le coin là. T'as quand même pêché en float tube l'hiver au mois de décembre, c'est un petit peu du vice quand même. Parce que tu prendras quand même plus de brochets au poisson mort qu'en mouche. Ouais, noyée. mais c'est un double avantage le float tube. Déjà, c'est confortable, t'es indépendant, hein, tu peux déplacer comme tu veux. Alors qu'avec une barque, tu fais beaucoup de bruit par les rames, par le plot, le poids, les choses comme ça, l'arrivée sur l'endroit. Et puis, comme tu as pu le voir ce matin, c'est bien quand il y en a un qui conduit le bateau et l'autre qui pêche. Mais sinon, c'est ingérable. Et tout seul, encore plus difficilement. Alors qu'avec ça, tu as une autonomie totale. Tu peux pêcher en permanence. Tu contrôles plus ou moins avec les palmes ta stabilité s'il y a un peu de vent ou si tu te déplaces un peu trop. Et c'est ultra silencieux parce que tu fais aucun bruit avec ton jeu de palme. Tu n'as aucun mouvement extérieur qui brasse l'eau. Donc c'est quand même assez efficace. Et puis disons que tu fais contact avec l'eau, tu fais contact avec l'élément. Tu fais corps. Complètement. Ouais, tu fais corps. T'es moitié poisson et moitié homme avec une canne à pêche. Mais c'est vrai que c'est plus une pêche, disons, d'été. Enfin, d'été ou de beaux jours. De beaux jours. Ce qui permet d'aller attaquer des herbiers, des choses comme ça, d'une façon autonome. Là, Et ça a l'air plus ingrat et plus abstrait parce que dans la mesure où il n'y a pas d'herbier, pas d'obstacle apparent, Ouais. il faut quand même développer beaucoup plus son imagination et la connaissance de l'eau et du fond pour dire l'eau, ça a l'air tout droit en surface et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe en dessous? Et en fait, c'est la vraie question pour n'importe quel pêcheur. Il faut savoir voir dans l'eau. Il faut savoir voir ce qui se passe, connaître les obstacles, pouvoir suivre le fond quand ils le font. Il faut savoir à quel étage tu dois pêcher. Enfin, en l'occurrence, l'hiver, on sait que c'est très au ras du fond qu'il faut pêcher. Et le poisson, tu le fais sortir du fond et il vient prendre au moment où ça lui échappe. Mais je dois dire quand même que lancer la mouche toute la journée, tu as un grand plaisir, c'est le tir, mais tu pêches. C'est-à-dire que tu es en contact direct
avec le fil, la soie, tu as dans la main. Alors quand tu as un moulinet, tu as quelque chose entre qui fait que tu n'as pas le contact direct avec le poisson. Mais je dirais même que c'est moins fatigant de travailler à la mouche qu'au mormanier, par exemple. Parce que quand tu travailles au mormanier, tu as tendance à tenir ta canne comme ça, et tu as systématiquement, ici, le soir, une barre qui se forme. Parce que tu es toujours comme ça. Et tu rallies ton Donc dos. tu as les bras tendus, alors que là, tu libères tes bras en permanence. Tu libères ton mouvement. Ce qui fait que tu n'as jamais cette barre le soir quand tu rentres avec la mouche. Alors que le manier, après une journée de manier, tu es vraiment... Là, tu as une chape de plomb qui te tombe sur les épaules et le lendemain, tu le ressens. Quoi, quand même. En fait, ce que tu aimes le plus, c'est le mouvement délié et l'élégance du mouvement. Voilà. Ouais, puis le fait d'être plus actif, quoi, c'est surtout ça. Puis à chaque fois, tu essayes d'être un peu plus précis. Donc, contrairement à une pêche au lancer, disons que même si tu n'as pas toujours, je dirais, la chance d'avoir du poisson en activité, tu as quand même beaucoup d'autres choses à faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu travailles ta précision, ton lancer, et tu gagnes un peu plus, tu apprends un peu plus de choses à chaque sortie. Alors qu'une pêche au lancer, une fois que tu connais un peu l'eau, une fois que tu sais un peu envoyer ta monture ou ta cuillère à l'endroit où tu veux, il n'y a plus grand-chose à apprendre. Je veux dire, après, tu n'attends plus qu'une chose, c'est de faire du poisson. Mais là, disons que même quand, quelque part, tu as un petit peu moins de rendement au niveau du poisson, tu as quand même une activité qui t'occupe la journée et puis qui te fait passer une très bonne journée. C'est une vraie pêche en mouvement. Ouais, tout à fait. Tu vois, il n'y a pas de tableau, parce que ce que cherche un moucheur, c'est la manière de prendre le poisson. La manière d'être en contact avec lui, et avec un petit hameçon, on le décroche, et le poisson repart sans dommage pour sa santé. Oui, et puis dans ce qu'on appelle... tu sais pourquoi on a créé le catch and release? Non? Parce que les pêcheurs qui rentraient bredouille chez eux, à chaque fois, ils ne pouvaient pas rentrer comme ça et dire « non, j'ai rien fait, j'ai rien fait ». Alors que même quand ils ne touchent pas un poisson, ils peuvent toujours rentrer à la maison et dire « on les a relâchés, on les a remis à l'eau ». Voilà. Attention, oula. Ah, voilà. Allez, je vais le referrer là. Ah. Oh, il est beau celui-là. Ah. Ouh. Oh. Ah. Ah, il est beau. Oh, il n'y a pas. Allez. Voilà. Allez. Allez. Ah, il est blanchi là, c'est bon. Ah. Ah. Comme disent les Anglais, nice fish. Voilà, avec ma petite mouche magique.